Dans l'exemple 15.9, on va parler du principe de Torricelli. Un réservoir contenant un liquide de densité ρ a une paroi percée d'un petit trou situé à une distance y1 du fond. Le milieu au-dessus du liquide est maintenu à une pression constante P. Déterminez à quelle vitesse le fluide s'écoule par le trou lorsque le niveau du liquide a une distance h au-dessus du trou. Alors, je dois déterminer la vitesse V1 si le niveau au-dessus du trou est égal à h. Comme dans la plupart des exercices de l'hydrodynamique, pour résoudre ce problème, je dois choisir deux points. Je vais appliquer le théorème de Bernoulli et l'équation de la continuité entre ces deux points. Je vais prendre le point 1. Alors, A1 sera une surface perpendiculaire à la canalisation ici, au point 1. Et A2, c'est une surface, c'est la surface libre du liquide. Appliquons Bernoulli entre les points 1 et 2. J'obtiens P1 1 demi rho V1 plus rho GY1 égale à P2 1 demi rho V2 plus rho GY. Il me demande de calculer V1. Regardons ensemble chaque terme. P1, c'est la pression au point 1. Alors, c'est la pression atmosphérique. V1, je dois la calculer. Y1, elle est notée sur le graphe. P2, c'est la pression en ce point, P. V2, c'est la vitesse avec laquelle les particules de la surface A2 se déplacent. Et Y2 est aussi noté sur le graphe. Ici, je peux tout d'abord appliquer la loi de continuité ou bien l'équation de continuité pour trouver V2 en fonction de V1 et ensuite je peux déterminer facilement V1. Alors, l'équation de continuité entre 1 et 2 me dit que le débit est constant. Alors, à 1 V1, à 1 la surface ici, fois la vitesse des particules qui traversent cette surface, est égale à A2 V2. Alors, je peux simplement déterminer V2. Ici, dans ce cas particulier, vous remarquez que le trou est beaucoup plus petit que la surface libre du liquide. Alors, pour un temps suffisamment faible, je peux dire que la vitesse avec laquelle la surface libre se déplace est négligeable devant la vitesse V1. Alors, dans cette équation, je peux dire que si A1 est beaucoup plus petite que A2, alors V1 est beaucoup plus grande que V2 et je peux négliger V2 devant V1. Alors ici, comme V2 est négligeable, je peux l'enlever devant V1. Je vous rappelle, vous pouvez laisser V2 et faire le calcul et vous allez voir qu'elle est négligeable. Alors, comme j'ai négligé V2, j'ai aucun problème, je peux déterminer V1 en fonction de P2, P1 et Y2 moins Y1. Y2 moins Y1 est égal à H. Je peux la remplacer par H. Et à la fin, je peux déterminer la vitesse V1 en fonction de P, la pression à l'intérieur de l'enceinte ou bien du réservoir, en fonction de la pression atmosphérique et en fonction de H. Ayant déterminé cette vitesse, discutons de cas possibles. Le premier cas est lorsque P est beaucoup plus grande que la pression atmosphérique. Si P est beaucoup plus grande que la pression atmosphérique, alors je peux négliger la pression atmosphérique devant P et je peux négliger 2GH aussi. Et V1 sera seulement fonction de cette pression. Okay. Ensuite, dans le deuxième cas, si la pression est égale à la pression atmosphérique,
Si la pression est égale à la pression atmosphérique, c'est-à-dire si on ouvre ici l'enceinte, P sera égal à la pression atmosphérique. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez. P moins P atmosphérique sera nul. Alors, V1 sera égal à 2GH. V1 est égal à racine de 2GH, c'est-à-dire la vitesse d'écoulement d'un réservoir ouvert à l'air libre et est égal à la vitesse d'un corps en chute libre d'une distance h. Passons aux applications du théorème de Bernoulli. On va voir plusieurs applications qui sont très importantes dans notre vie courante. Je vais commencer par la suspension d'une aile d'avion. Ici, on a schématisé une aile d'avion dans un flux d'air constant. Pour maintenir un flux constant, les particules d'air qui sont situées au-dessus de l'aile doivent avoir une vitesse plus grande que les particules situées au-dessous de l'aile. Alors, la vitesse dans cette zone V2 sera plus grande que la vitesse V1. V2 augmente, alors P2 diminue pour avoir une valeur constante. V2 plus grande que V1, alors P2 plus faible que P1. Alors la pression ici dans cette zone est plus faible que la pression P1, ce qui crée une force ascendante vers le haut. C'est encore le même phénomène qui permet d'expliquer la portance d'une aile d'avion. Le profil de l'aile utilisé ici est tel que la vitesse de l'air est plus grande au-dessus de l'aile qu'en dessous. Il en résulte une force de portance vers le haut créée par la différence de pression entre le dessous et le dessus de l'aile. Alors, c'est la forme géométrique de l'aile qui est bombée d'en haut qui mène à cette force. La deuxième application est la montée de liquide dans un tube. Regardez, on a un tube plongé dans un liquide. Je vais faire circuler l'air au-dessus de ce tube avec une certaine vitesse. Lorsque la vitesse de l'air augmente, alors la pression dans cette zone va diminuer. Ici, j'ai une pression atmosphérique, j'ai une certaine vitesse des particules d'air. Ici, lorsque je fais circuler l'air avec une vitesse plus grande, je vais créer une pression, une zone de faible pression. Alors, l'eau va monter dans le tube et être éjectée sous forme de gouttelettes. C'est le principe de fonctionnement des atomiseurs utilisés dans les parfums, dans les peintures. Comme c'est le même principe ou bien c'est le même mécanisme dans les carburateurs des moteurs à essence. C'est ça le principe des carburateurs à moteur d'essence. Regardons ensemble maintenant quelques vidéos sur l'effet Venturi, sur les applications du théorème de Bernoulli. Une petite démonstration du théorème de Bernoulli. J'ai suspendu deux balles dans l'air, séparées d'une certaine distance. Je vais créer dans cette zone, entre les deux balles, une zone de faible pression en faisant passant l'air avec une certaine vitesse. Comme la pression atmosphérique sera plus grande que la pression dans cette zone au milieu, les deux balles vont se rapprocher l'une de l'autre. Alors, vous remarquez, lorsque l'air passe avec une certaine vitesse, je crée une zone de faible pression au milieu qui est plus faible que la pression atmosphérique et les deux balles se rapprochent l'une de l'autre. Vous pouvez répéter cette expérience à la maison.
Alors, dans cette démonstration, la balle est attirée par le courant d'eau. Lorsque je vais arrêter l'eau, la balle revient à sa position initiale. Lorsque l'eau se déplace avec une certaine vitesse, elle va créer une zone de faible pression. Alors, elle va attirer la balle. Dans cette deuxième expérience, on va démontrer le principe de fonctionnement des sprayers. J'ai un tube plongé dans le liquide coloré. Je vais faire passer l'air à une certaine vitesse au-dessus du tube. Alors, je vais créer une faible pression en ce point qui est plus faible que la pression atmosphérique. Et le liquide va monter dans le tube et être éjecté en droplets. Soulever la feuille en créant une zone de faible pression au-dessus de cette feuille. D'une trompe à eau, c'est l'effet Venturi qui est utilisé ici. La trompe à eau a la forme d'un entonnoir et est raccordée à une prise latérale d'aspiration. Cette forme en entonnoir permet d'accélérer le fluide et, comme nous allons le voir dans la partie théorique, induit une dépression. Nous observons ainsi l'aspiration de l'air, le niveau de fluide marqué en bleu dans le bécher s'élève. Si nous augmentons encore la dépression, l'eau du bécher est complètement aspirée et mélangée à l'eau du robinet. L'effet Venturi permet aussi d'expliquer comment on peut faire léviter une balle de ping-pong à l'aide d'un sèche-cheveux. Nous utilisons un gobelet en forme d'entonnoir et percé en son fond. De la même manière que pour la trompe à eau, la pression est la plus faible là où la section est la plus petite. Cette différence de pression provoque l'aspiration et le décollage de la balle. On peut aussi garder une balle en lévitation au-dessus du jet d'air. Il se crée dans le jet une zone de dépression qui permet, même lorsque l'on incline le sèche-cheveux, de ramener la balle au centre du jet.